Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Inquiesta consacré à la drogue. La Corse s'est longtemps crue à l'abri. C'est juste un... Okay. Bonjour. Bon, allez. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur VIAST là pour ce nouveau numéro d'Inquiesta consacré à la drogue. La Corse s'est longtemps crue à l'abri du trafic, mais depuis quelques années, l'importation et la consommation de produits stupéfiants a pris de l'ampleur de manière notoire. Du Cap Corse à Bonifacio, en zone rurale comme dans les villes, la drogue circule dans toutes les catégories socio-professionnelles, hors saison et en été. Des réseaux de distribution sont structurés, les routes et les modes d'importation bien rodés. La lutte anti-drogue menée par les services de l'État conduit à des saisies chaque année plus importante. Le tabou de la consommation et le temps du slogan nationaliste à Drogavour à son apogée semble bel et bien révolu. Et au-delà de l'aspect sécuritaire, c'est un vrai problème de santé publique qui se pose à la Corse et à ses habitants. Pour en parler ce soir sur ce plateau, Jean-Philippe Vigo, bonsoir. Vous êtes le directeur régional des douanes engagé dans la lutte contre le trafic avec la police et la gendarmerie. Merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés, le professeur Nicolas Simon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en médecine, président de l'ANPA, l'Association nationale de prévention de l'addictologie et de l'alcoolologie, qui compte 22 antennes régionales. Merci d'être sur ce plateau. Enfin, Bianca Fazzi, bonsoir. Conseillère exécutif à l'Assemblée de Corse, en charge de la santé et du social. Merci d'être avec nous. À mes côtés, Pierre Nicolas, vous êtes journaliste à France 3 Corse. Merci d'être sur ce plateau. Vous avez réalisé un reportage. On va le découvrir tout de suite et puis on va débattre après de cette problématique. Drogue à Belen-Ougour, soit un reportage de Pierre Nicolas. Marion Fiam assure un montage de Julien Castelli. Une idée coriace voudrait que la Corse soit un peu protégée de la drogue. Cela fait sourire ici les rares consommateurs de stupéfiants qui osent nous en parler. Aujourd'hui, ça va faire 10 ans que je suis consommateur. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont étonné, des mères de famille, des pères de famille qui consomment encore à 50 ans. Et comme on en voit des jeunes de 15 ans ou de 20 ans. Les services de sécurité qui luttent contre le trafic font le même constat. Écoutons celui qui les coordonne à Ajaccio. On était surpris d'avoir des maires de l'intérieur, des villages, nous parlant de problèmes traditionnels comme la divagation animale ou autre, et nous disant eux-mêmes, dans les villages, on a un problème de drogue chez les jeunes. Face à cette évidence, la répression est une partie de la solution, mais beaucoup prônent avant tout la prévention. Au-delà de la question de la problématique pénale, il y a une problématique de santé publique, ça c'est une évidence, mais au-delà, il y a même une problématique sociétale. Il y a une forte stigmatisation des personnes qui consomment des drogues illicites, c'est certain, et du coup ça fait obstacle à une démarche de soins. Où en est donc la Corse avec ce problème? Nous avons cherché à le savoir. 7h du matin sur le port de commerce de Bastia, à la sortie des ferries, les douaniers entrent en action. Ils saisissent des plantes interdites à l'importation, traquent les maroquineries de contrefaçon, mais aussi la drogue. Et même sans chien ce jour-là, ils en trouvent.
Venez ici, monsieur, venez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez mis? Ça sent le cannabis. Ça sent le cannabis. Tiens, regarde. Tu l'as. Tiens. On continue? Il faut faire. Alors, je vous explique. Vous descendez du véhicule, s'il vous plaît. Je vais refaire la cabine. S'il y a autre chose, déjà vous êtes à l'infraction, hein, d'accord? Le conducteur du camion est tétanisé. Il sera rapidement rassuré. On va faire l'acte transactionnel. Bon, c'est une transaction, ça va pas au tribunal, d'accord? On va saisir la marchandise, il va y avoir une amende de 30 €. Ouais, voilà. Vous avez l'argent sur vous? Oui. D'accord. Donc je vous fais la transaction, j'arrive. Car beaucoup l'ignorent, les douanes, en matière de répression, ont leurs propres règles. En dessous de 30 grammes de résine de cannabis, nous avons un pouvoir de transaction, c'est-à-dire qu'on propose à l'infracteur d'abandonner les poursuites dans la mesure où il accepte le paiement, on le dessaisit de la quantité de stupéfiants et il paye une pénalité, il repart libre. Pour lui, c'est terminé. Les douaniers restent néanmoins très vigilants. Ils saisissent de la cocaïne, du hashish sous toutes ses formes, y compris les plus improbables, comme ces sucettes au cannabis saisies à la sortie d'un ferry en provenance d'Italie. Ils contrôlent aussi les courriers, car c'est bien souvent par la poste qu'arrivent, parfois en recommandé, des quantités non négligeables de cannabis ou de drogues de synthèse, comme l'ecstasy. Les saisies, en tout cas, se multiplient partout. Si l'on regarde les affaires depuis janvier 2016, Ajaccio et Bastia sont évidemment particulièrement concernés par les interpellations liées aux stupéfiants. Mais toutes les micro-régions, absolument toutes, sont touchées. Le procureur de la République de Bastia ne se berce d'aucune illusion. Moi, le constat que je fais, c'est que tous les produits, quasiment, sont susceptibles d'être découverts sur le ressort de la Haute-Corse. C'est vrai pour le cannabis, à la fois l'herbe et la résine. C'est vrai pour la cocaïne, c'est vrai pour l'héroïne, puisque des récentes affaires nous ont démontré qu'il y avait également de l'héroïne qui circulait, pour employer les mots, sur le département de la Haute-Corse. Donc moi, j'aurais tendance surtout à vous dire que non seulement on a tous ces produits qui sont vendus et achetés, consommés en Haute-Corse, mais surtout que ça concerne également tout le monde, que ça concerne autant des hommes que des femmes, que ça concerne toutes les couches sociales et que ça concerne des personnes qui sont originaires de Corse ou pas. Dans la région d'Ajaccio, comme ailleurs, les gendarmes vérifient si certains conduisent sous influence, parfois avec des chiens formés pour tout déceler. Elle s'est reniflée tous les stupéfiants, aussi bien le cannabis que la cocaïne, l'héroïne et tous les dérivés de morphine, tous les dérivés de ces drogues-là. Est-ce qu'elle a une récompense si elle trouve? Oui, tout à fait. Elle a une récompense, c'est un petit jouet en fait, qu'on lui apprend à chercher, puisque le chien, lui, ne sait pas qu'il cherche de la matière. Il pense chercher son jouet auquel on a associé l'odeur de la drogue. Le but est pédagogique, mais aussi répressif. Il y a le risque sur la route, et puis derrière, il y a la responsabilité du conducteur qui est engagé et qui va souvent avoir des répercussions sur sa vie privée, avec problèmes d'emploi, des problèmes pour gérer le quotidien. Donc c'est toute une série de conséquences qu'il faut aussi intégrer pour l'usager qui se retrouve en faute. Car les gendarmes font un constat, la drogue circule sur l'île en permanence, et pas seulement pour les touristes, comme ont pu le penser des services longtemps polarisés sur les attentats et les règlements de compte. C'était un petit peu la raison pour laquelle il n'est pas impossible qu'on ait sous-estimé le problème, qu'on soit resté sur des idées fausses, notamment celles qui laissaient à penser que le trafic de stupéfiants n'existait que pour les touristes et qu'il n'existait pas de façon générale pour les Corses, parce qu'on ne s'était pas réellement penché sur le sujet. Le fait est que l'idée que les trafics ne sont organisés que pour la période estivale est une fausse idée. En tout cas, elle a vécu, et aujourd'hui, ces trafics, même s'ils augmentent, forcément parce qu'il y a plus de population en période estivale, ils sont présents toute l'année. Aujourd'hui, il faut que les familles se rendent compte que ce qui pouvait apparaître avant comme une exception corse avec du fait de la culture, du fait de certaines particularités positives en Corse, un phénomène qui était rejeté largement, aujourd'hui, malheureusement, on va vers une certaine normalisation.
Pour le procureur général près la cour d'appel de Bastia, la Corse est bien loin des problèmes connus dans les quartiers nord de Marseille, mais elle devrait tout de même se méfier. Ce qu'on peut craindre, si vous voulez, encore une fois, c'est le développement des trafics avec tout ce qu'ils génèrent, y compris en termes de profit, y compris en termes d'argent sale, et donc y compris en termes de convoitise et de guerre, effectivement, de territoire. Bon. Donc, ces saisies, elles sont révélatrices de ce qu'on sait, de ce que produit, encore une fois, les trafics de stupéfiants en termes de revenus occultes. Évidemment, elles sont aussi le signe qu'on est capable d'aller saisir, au-delà des produits stupéfiants, le produit des trafics, et qu'évidemment, il faut le faire. Saisir le produit du trafic sous toutes ses formes, c'est aussi, selon les policiers, la façon la plus efficace de lutter contre cette gangrène. La répression est très orientée, pour en parler avec la police judiciaire, qui est en première ligne sur ce sujet, sur les saisies d'avoirs criminels. C'est-à-dire tout ce qui va être généré par les trafics illégaux va être saisi par l'autorité judiciaire, donc des voitures, des maisons, des comptes bancaires, tout ce que vous voulez saisir. Et là, vous allez effectivement faire mal, parce que vous allez toucher aux gains du trafic, vous allez les remettre à zéro après. Ça va, je pense, faire aussi mal que des peines de prison. Mais les gains du trafic sont énormes, bien supérieurs aux moyens des enquêteurs. Certains en Corse semblent préoccupés par des plantations de cannabis, parfois minimes, parfois plus importantes, qui ont fleuri sur l'île ces dernières années. Une façon de baisser les prix quand l'essentiel du hashish est importé du Maroc. Lors d'une enquête précédente, nous montrions les images diffusées opportunément par le Royaume de tonnes de cannabis saisies et brûlées. Mais des journalistes marocains, très courageusement, nous racontaient une autre réalité. Ce grand banditisme, nous le connaissons depuis des décennies. Et tout le monde se tait. Ces trafiquants savent très bien comment acheter les autorités. Ils tiennent la police, l'armée et même la sûreté royale. Ils se sont mis dans la poche les douanes, la police de l'air et des frontières, la police maritime. Ils font aussi de l'entrisme dans les partis politiques et créent leurs propres journaux. Ce sont des organisations redoutables, extrêmement bien organisées. Une réalité reconnue à l'époque par le roi du Maroc lui-même. Au final, dans ce pays, des tonnes de stupéfiants ont certes été saisies, comme des bateaux, ces fameux go-fast munis de 4 moteurs de 250 chevaux. Ces bateaux partent essentiellement vers l'Espagne. Puis, le cannabis acheminé vers Marseille et Nice repart en partie vers la Corse. Un autre flux, cannabis et cocaïne, vient des Pays-Bas et redescend vers Paris, Lyon, Marseille. Et beaucoup de trafiquants insulaires en profitent. Alors, puisque l'offre et la demande existent en Corse, certains estiment qu'il est urgent de remettre l'humain au cœur des débats. Écoutons une minute cette personne qui fume du cannabis et a goûté d'autres drogues. Son parcours est assez typique de celui de tous ceux qui ont essayé un joint un soir avec des amis. Après, c'est devenu plus personnel. J'aimais pas forcément, mais avec des contrariétés, tout ça, j'en avais acheté. Et ça m'aidait à oublier des choses qui me contrariaient dans ma vie privée. Et c'est un peu comme ça que j'ai pris l'habitude et que je me suis mis à fumer régulièrement et au quotidien. Malheureusement, c'est pas récréatif, non. C'est resté quelque chose de quotidien, par plaisir et surtout pour oublier certaines contrariétés et m'apaiser. Vous pensez que ça peut vous poser des problèmes de santé? Oui, évidemment, parce que dans un joint aussi on fume avec du tabac. Donc on mélange du tabac et des produits illicites. Donc c'est pas bon pour la santé, c'est évident. Et je pense qu'à l'avenir, même peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai peut-être des soucis de santé, peut-être pas graves. Peut-être que j'en ai pas. Mais c'est évident que ça a un effet négatif sur ma santé. Thomas Valéry, avocat à Bastia, a défendu plusieurs clients interpellés avec de petites quantités de cannabis. Selon lui, la loi française, notamment celle de 1970 qui définit les possibles sanctions, est aujourd'hui inadaptée. Lorsque vous ouvrez le code de la santé publique, vous vous rendez compte que le consommateur, on peut le
considéré comme une victime quelque part. Ce code prévoit qu'il peut bénéficier d'une aide sanitaire qui est mise en place par l'ARS. Le même code, vous continuez à le feuilleter, quelques pages plus tard, on vous explique que ce même consommateur, il peut être considéré comme un délinquant, et un délinquant qui peut être emprisonné pendant une durée d'1 an et passible d'une amende de 3 750 €. Et vous posez votre code de la santé publique, vous allez ouvrir un autre code qui est le code pénal, et là vous vous rendez compte qu'une fois de plus, une personne qui est trouvée en possession de produits stupéfiants, elle peut être poursuivie sur le fondement de texte, à savoir la détention de produits stupéfiants, qui pour sa part est punie de 10 années d'emprisonnement. Ce que conteste l'avocat, c'est que les magistrats n'aient pas le temps, selon lui, de différencier les personnes qu'ils ont en face. Pour pouvoir faire la part des choses, encore faut-il pouvoir s'intéresser à chaque consommateur, à chaque individu, pour savoir si tel consommateur a véritablement besoin de soins, si tel consommateur est dépendant, ou si au contraire, eh bien, celui-ci peut se contenter d'un simple rappel à la loi. Et c'est aujourd'hui, à mon sens, la lacune de la justice qui est de ne pas pouvoir finalement adapter la procédure à chaque personnage. Un avis partagé par les addictologues, infirmiers, médecins qui prennent en charge les consommateurs. Au centre d'addictologie de Bastia, 600 personnes sont inscrites. La directrice tient avant tout à nous définir ce qu'est l'addiction. L'addiction, c'est l'impossibilité répétée pour une personne de contrôler un comportement avec ou sans produit. Donc ça inclut les addictions comportementales, en vue de procurer un plaisir ou d'éviter une sensation de malaise interne. Et on poursuit ce comportement en dépit des conséquences négatives. Donc on peut être consommateur de produits stupéfiants comme d'alcool de manière récréative sans que ça pose de problème du moment qu'il n'y a pas d'addiction. Le cannabis serait plus une addiction psychologique. Voilà, donc, on en a envie. Voilà. C'est pas le corps qui le réclame. C'est pas le corps qui. D'ailleurs, il n'y a pas de traitement de substitution pour le cannabis. Voilà. Donc les deux drogues les plus addictives connues, c'est l'héroïne et la nicotine contenues dans le tabac. Pour Fabienne Gérard, clairement, la France devrait s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. La France est le pays le plus répressif en matière de stupéfiants. Et pourtant, la France est le pays où il y a plus de jeunes qui expérimentent le cannabis. Depuis 2001, le Portugal dépénalise la possession et la consommation de drogue, de toutes les drogues. En 15 ans, qu'est-ce qu'a vu le Portugal ? A vu chuter les personnes infectées par le VIH, a vu chuter aussi les infections hépatiques, les taux d'incarcération, la criminalité, les morts par overdose. Et surtout, a vu une augmentation des démarches de soins. Donc, ça fonctionne au Portugal, pourquoi pas chez nous ? La directrice du centre d'addictologie de Bastia nous montre également des manuels et des cahiers d'exercice qui, au Canada, font de la prévention des addictions une matière scolaire comme les autres. En Corse, les lycéens, comme ceux ici du lycée Giocante de Casabianca à Bastia, semblent prévenus des risques, même s'ils contestent eux aussi la répression à tout crin. On a proposé quand j'étais dans un bar avec des amis. Il y en a un qui fumait ça et moi je le regardais parce que je savais pas au début c'était quoi. Il me dit c'est un joint. Je fais ah, il me fait pourquoi tu veux essayer et je fais non. Je vois pas l'intérêt de se toucher, c'est comme la cigarette. Et je préfère pas y toucher pour justement ne pas tomber dedans. Vous craignez de tomber dedans Oui. Si vous essayez. Ben, c'est comme les gens qui commencent à fumer, qui veulent juste essayer et ils finissent accro, donc on va dire que c'est le même principe. C'est un moyen d'échappatoire. C'est pas... Je prends pas ça comme une drogue à part entière. Je trouve que les gens ils s'en servent d'excuses ou de moyens pour échapper à des problèmes qu'ils auraient éventuellement. Pour moi, ça ne sert à rien de punir quelque chose qui va continuer et on ne pourra pas l'arrêter. Parce que l'alcool et le tabac, c'est quand même des drogues. Ils font limite beaucoup plus de dégâts et on en parle moins que le cannabis. Mais ceux qui consomment ne sont pas forcément pour une dépénalisation ou une légalisation des drogues. Le monde évolue et pas mal d'États ont dépénalisé le cannabis. Et on en retrouve en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, aux Pays-Bas. Et je ne sais pas si ça serait une bonne chose de le faire, parce que ça inciterait certainement les consommateurs à consommer plus régulièrement. Et même peut-être des gens qui n'ont jamais consommé s'y mettraient.
Face au problème, le chef de l'État a prévu de trancher. Pour respecter notamment une de ses promesses de campagne, il pourrait opter pour une amende immédiate de 150 à 250 €, mais sans poursuite pour les simples consommateurs. Une demi-mesure qui ne semble satisfaire personne pour l'instant. Voilà pour ce document. Alors Jean-Philippe Vigo, on le voit, un trafic à la hausse ou alors le redéploiement des moyens de l'État, comme le disait le général Place, paye davantage ou il y a plus de drogue qui circulent en Corse, selon vous? Alors, effectivement, le constat qui est dressé dans votre reportage, il est triple. Premier point, je pense qu'on peut unanimement reconnaître une augmentation significative des trafics de stupéfiants. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce bilan. Ensuite, ce qui est évident également, c'est de sortir des idées reçues d'un phénomène de saisonnalité lié à des éléments festifs ou une présence touristique plus importante sur la Corse l'été. Donc ça, c'est quelque chose que l'on arrive très clairement à combattre, puisque la dernière grosse saisie, par exemple, de la douane, c'est 3 kilos, quasiment 3 kilos d'héroïne brune, il y a quelques semaines. Donc complètement déconnecté d'un phénomène quelconque de saisonnalité. Ça a été expliqué dans le reportage très bien. Et puis le troisième constat, c'est de dire qu'on est sur plusieurs types de produits. On n'a plus uniquement en tête de gondole, entre guillemets, la résine de cannabis ou l'herbe de cannabis, mais on est aussi sur des drogues dures, de type cocaïne ou héroïne, et également des produits de type ecstasy, donc drogue de synthèse. Donc on est sur un spectre assez large de produits stupéfiants sur la Corse. Alors, Bianca Fazzi, oui. Le mythe, finalement, d'une Corse qui serait sanctuarisée, préservée tout au long de l'année de ce phénomène de drogue, ce n'est pas une surprise, finalement, pour vous? Non, ce n'est plus une surprise depuis quelques années. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de portrait robot déjà du consommateur. On ne peut pas fixer. Je pense que ça touche tous les âges, ça touche toutes les couches sociales de la société. Bon, moi, je reviens un peu sur ce que vous disiez. Je pense qu'il y a quand même une saisonnalité lié aussi à un milieu peu festif qu'on ne peut pas ignorer. Mais il n'y a pas que ça, effectivement. Pour travailler aux urgences, parce que je suis praticien aux urgences, effectivement, on consomme de tout. Je reviens sur ce que vous disiez également, sur les drogues de synthèse. On en a de plus en plus, malheureusement, parce qu'on n'arrive pas toujours à les doser, d'une part, et à repérer ce que c'est comme drogue, parce qu'on ne sait pas trop comment c'est fabriqué, où c'est fabriqué. Bon, ça semble arriver, pour ce que j'en sais, en partie des pays de l'Est, mais encore à vérifier. Et malgré tout, moi, je constate quand même une saisonnalité, parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de fêtes. La population augmente aussi. La population augmente. Et malgré tout, on le ressent aux urgences. Alors, il y a une statistique, peut-être, elles sont rares concernant la Corse, c'est celle de la consommation régulière à l'âge de 17 ans. Par rapport à la moyenne nationale, en Corse, 6% des jeunes consommeraient de manière régulière à 17 ans, contre 12%, c'est la moyenne nationale. Ce sont des chiffres de l'OFDT, l'Observatoire national, qui datent de juillet 2015. Alors, Nicolas Sibon, est-ce que ce constat en Corse ressemble à celui que vous faites dans les 24 antennes de l'ANPA? Oui, tout à fait. Il faut bien se dire que le problème des drogues n'est pas un problème spécifique à un endroit ou qui pourrait être évité quelque part. Malheureusement, ça touche toute la planète, ça touche toutes les régions. Mais alors, ce qu'on observe, c'est que d'un endroit à un autre, les produits qui vont être utilisés ne sont pas forcément les mêmes. Les têtes de gondole, comme vous disiez, sont pas exactement les mêmes. Mais je ne connais pas une seule civilisation où les drogues ont échappé complètement. Mais vous nous confirmez, comme le disait Bianca Fazzi, qu'il n'y a pas de portrait robot. Ça touche vraiment toutes les catégories sociales, les riches, les pauvres. Même lorsque la drogue est chère, un pauvre pourra essayer de s'en procurer. Alors, quelqu'un qui n'est pas bien, il va toujours chercher une solution pour améliorer un mal-être. Je veux dire, ça touche toutes les catégories sociales, ça touche, j'ai envie de dire, tous les âges. Et donc, effectivement, d'ailleurs, quand on dit ça, on voit bien que la prohibition, ce n'est pas une solution. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien, il va toujours trouver un produit qui lui permet d'aller mieux. Alors, on a envie de vous demander sur les moyens alloués. On a entendu le président de la République qui était en Corse dernièrement dire on va en faire une priorité, mais pas de moyens supplémentaires. Est-ce que les moyens sont suffisants aujourd'hui pour lutter contre la drogue en Corse? Alors, le dispositif s'inscrit déjà dans un cadre interministériel.
Je pense qu'il faut véritablement rappeler ça. C'est la clé de voûte de notre système de répression, en quelque sorte, de lutte contre les trafics. Et ça nous donne, d'une part, des pouvoirs accrus et d'autre part, l'effet de masse, entre guillemets, lié par la juxtaposition des différents services de l'État qui concourent à la lutte contre les trafics de stupéfiants. Donc ça, c'est la première réponse. Sur le plan purement douanier, et là je parle pour la direction régionale des douanes plus précisément, on a à l'échelle du continent une présence douanière sur l'île rapportée à la population qui est dans un ratio de 1,6 à 1,7. Donc, ce qui veut dire qu'on a une présence douanière largement supérieure au bassin de population de 330 000 habitants à peu près sur la Corse. Donc ça aussi c'est un élément de contexte. Et puis nous sommes adossés, comme l'ensemble des services de contrôle d'ailleurs, de police judiciaire ou de gendarmerie, à des structures nationales spécialisées de grande ampleur qui permettent des investigations beaucoup plus intenses, beaucoup plus poussées, si le besoin s'en fait sentir lorsqu'on est sur des organisations criminelles un peu plus étoffées. Pour parler de la Corse, justement, on pourrait penser naïvement que, comme nous sommes une île, ça passe essentiellement par les bateaux. Est-ce que ça passe effectivement plus par les bateaux, qui du coup seraient plus contrôlés, que par les avions? Et puis cette histoire de poste, ce sont les douaniers qui me le signalent, ça passe aussi par la poste. Alors, c'est quoi exactement les moyens d'entrée de la drogue en Corse? Alors effectivement, l'ensemble des vecteurs est concerné. Le vecteur ferry, vous l'avez signalé, le vecteur aérien également. Ce sont les vecteurs sur lesquels traditionnellement on concentrait nos efforts et notre présence, notamment douanière. On s'est rendu compte depuis quelques années que le vecteur postal, sous l'effet de l'explosion de l'Internet et même du Darknet au sein de l'Internet, c'est-à-dire tout cet Internet complètement obscur et illicite sur laquelle on constate qu'il y a des propositions aussi d'acquisition de produits stupéfiants. Le vecteur d'acheminement de ces produits, finalement, c'est la poste. Et donc, on augmente là aussi notre présence au sein des centres de tri postaux pour appréhender les produits qui transitent ainsi par voie postale. Alors, on va regarder notamment un élément intéressant au niveau des saisies qui ont été réalisées en Corse entre 2010 et 2017 par type de drogue. Alors, le cannabis, herbe ou résine de cannabis arrive en tête des saisies en kilos avec 112 kilos en 2017. Ensuite, on trouve la cocaïne avec 23 kilos en 2017. Alors, il y a eu une grosse saisie en février dernier de 15 kilos. Sinon, en moyenne, on est à 3 kilos de cocaïne. Et puis, vous avez l'héroïne. Pour l'héroïne, 3,3 kilos saisies en 2017. Alors, il y a aussi des quantités résiduelles en termes d'ecstasy, MDMA, qui sont également saisies. Est-ce que le problème, c'est également la pureté de ces drogues ? Oui, tout à fait. Là, juste un aparté qui n'a pas été évoqué ici. Il y a aussi tous les médicaments qui sont détournés. Parce qu'on parle d'héroïne, mais il y a aussi la morphine, le médicament qui est détourné, qui est ce qu'on appelle un mésusage. Alors effectivement, le problème de la pureté se pose parce que le produit peut être dangereux de deux manières. Il peut être dangereux par lui-même, c'est le cas de la cocaïne. On sait que la cocaïne, ça a des problèmes au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux. Et il peut être dangereux par ce qu'on appelle les produits de coupe. C'est-à-dire que les produits, évidemment, comme ils viennent de laboratoires clandestins, ils ne sont jamais propres. Et ce avec quoi ils sont mélangés, peuvent porter leur propre toxicité. Donc un risque qui est double, le produit et les produits de coupe. Et ça, l'usager, je dirais, il joue au poker avec sa santé. Alors, on a vu justement, on le voyait dans le graphique, une très grosse saisie de cocaïne, 15 kilos. C'était un réseau qui était entre Bastia et Corté. Évidemment, tout le monde a fait le lien avec Corté, ville étudiante, en se disant à qui est destinée cette cocaïne. Est-ce que vous avez une crainte, justement, sur le fait que les étudiants de Corté puissent être visés par des réseaux ? Bien entendu, les étudiants, les lycéens, pas que les étudiants d'ailleurs, bien sûr. C'est évident, parce que ce sont des concentrations de jeunes, et ce sont les jeunes qui sont plus, comment dirais-je, malléables et plus... Surtout les lycéens, moi je pense encore plus que les étudiants, qui peuvent être... Mais on en revient au fait que la société corse, finalement, ce que disaient les parents, les grands-parents pour les mettre en garde, non. Les jeunes ne l'écouteraient plus ? Alors, ne l'écouteraient plus, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a quand même des jeunes qui ne touchent pas. Mais bon, après, c'est sûr qu'il y a un phénomène de mode. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils sont tous sur les réseaux sociaux, donc fatalement, ils voient ce qui se passe. Ils veulent essayer, je pense. Au départ, c'est juste on essaye pour voir ce que c'est, puis après, on rentre un peu dans un
d'un cycle. Bon, monsieur serait plus à même que moi d'expliquer le phénomène d'addictologie, mais bon, c'est un phénomène qui existe sur les jeunes, c'est évident. Professeur Simon, c'est important parce qu'on parle beaucoup du cannabis, mais on voit qu'il y a aussi de la cocaïne ou le reste. Est-ce que selon vous, comme le disent beaucoup d'addictologues, on ne peut plus parler de drogue douce ou de drogue dure, et on ne doit pas dire que quelqu'un, un jeune par exemple, qui essaye une drogue dite douce comme le cannabis, passerait forcément, c'est une escalade, vers une drogue plus dure ensuite. Est-ce que tout ça, ce sont des fausses idées ? Ah, tout à fait. Ça, c'est quelque chose. Vous n'entendrez plus un addictologue vous parler de drogue dure ou de drogue douce. Et vous en entendez même certains qui parleront plus de drogue. Parce que qu'est-ce qui définit une drogue ? Est-ce que le tabac est une drogue, quelque part ? Donc, est-ce que c'est le côté licite ou illicite qui fait qu'on parle de drogue ou pas ? Et pour parler de dure ou douce, il faudrait savoir par rapport à quoi ? Parce que si on dit qu'une drogue est dure parce qu'elle est, entre guillemets, mortelle, ce qui tue le plus en France comme drogue, c'est le tabac. Donc, oui, 60 000 morts pour le tabac et 40 000 pour l'alcool, qui sont des drogues légales. Donc, voilà, donc si on se base... Donc on sait aujourd'hui qu'on ne peut plus parler de drogue ou douce parce que tout dépend avec quelle casquette, avec quels yeux on regarde. Et maintenant, l'idée comme quoi il y aurait une évolution, on passerait de l'un vers l'autre, ça n'a jamais été démontré. Mais malgré tout, le cannabis, on a tendance à dire justement, effectivement, il n'y a pas de produit de substitution, il n'y a pas de dépendance physique, finalement. Pourquoi en fait-on tout un plat ? Sauf que certains s'inquiètent, notamment pour les jeunes, en disant le cannabis, ça peut être aussi une désocialisation, de la paranoïa, tout un tas de choses. C'est pas quelque chose d'anodin non plus, le cannabis. Ah, tout à fait. Alors, on a vraiment deux idéologies qui s'affrontent. Ceux qui nous disent il n'y a pas de risque, c'est tranquille, etc. Et puis ceux qui nous disent c'est absolument abominable, dès qu'on y touche, on devient dépendant. Les deux ont tort de la même manière. La réalité, elle est intermédiaire. C'est absolument pas anodin. Un certain nombre d'usagers de cannabis risquent d'avoir des problèmes de dépendance et d'addiction. Pas tous, mais un pourcentage non négligeable. Et puis parmi les usagers, il y a des troubles, en particulier la perte de motivation. Et ce qui est responsable de l'échec scolaire, c'est ça. C'est que la personne qui prend du cannabis, a fortiori régulièrement, quotidiennement, il va être plus motivé pour rien, il va rester chez lui, et puis quelque part, la drogue va être centrale dans ses occupations et dans sa vie. Pour reparler du trafic, Jean-Philippe Vigo, les trafics encore sont organisés. On entendait le procureur général près de la cour d'appel de Bastia dire on n'est pas encore à la dérive marseillaise où on a des quartiers avec des guetteurs tenus en coupe réglée. Par contre, il y a une position assez dominante du grand banditisme corse en tête de réseau, même si ensuite on a des petits revendeurs localement. C'est exactement ce que l'on observe, avec des schémas logistiques, quel que soit le produit d'ailleurs, qu'on parle de résine de cannabis, qu'on parle d'héroïne ou de cocaïne, voire même de drogue de synthèse, qui sont très similaires. Des organisations criminelles qui sont particulièrement bien structurées, et des modes d'approvisionnement, des sources d'approvisionnement clairement identifiées. Dans le reportage, vous indiquiez à juste titre une grosse partie sur Marseille et la région marseillaise, avec des origines produits Afrique du Nord, voire Espagne pour la cocaïne en transit, et puis toute catégorie de drogue, on peut parler de l'ensemble des drogues avec une source d'approvisionnement sur l'Europe du Nord, et plus particulièrement les Pays-Bas, et également l'Europe de l'Est. Mais quand on voit ce qui se passe au Maroc, ce que nous avions vu et qu'a reconnu encore une fois le roi du Maroc, à savoir des trafiquants qui sont riches de plusieurs milliards de dollars, qui ont un patrimoine fou et qui arrivent à corrompre beaucoup de gens là-bas, et des tonnes qui partent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça rend votre travail compliqué ici en Corse ? Parce que finalement, on va toujours prendre une petite partie de l'iceberg, mais l'essentiel va passer. Les saisies sont quand même de plus en plus significatives. Alors, il y a deux analyses. La première, c'est de dire il y a plus de consommation. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord sur le principe. Mais je pense qu'il y a également une réponse des différents services de l'État, et de la douane en particulier, mais pas uniquement, qui est de plus en plus pertinente, avec des méthodes de travail qui sont certainement aussi à l'origine de ces constatations qui sont... Est-ce que vous ciblez les gens ? Je veux dire, par exemple, à la sortie d'un ferry, est-ce que les camions qui ont une certaine plaque, ou alors est-ce qu'on dit souvent que les mules sont des femmes dans les aéroports ? Est-ce que vous, voilà, le flair du douanier. Mais est-ce que vous êtes particulièrement attentif à certaines origines, à certains profils
qui vous laisse penser que là, il faut peut-être vérifier plus? Oui. Alors en fait, les saisies, il y a deux grands types de saisies. Il y a les saisies qui sont faites sur renseignement. Bon, là, on est dans un cadre clairement identifié. On a des informations extrêmement précises, voire du renseignement. Et là, c'est la première partie de l'origine des saisies. Et puis, la majeure partie des saisies, et notamment en Corse, sont des saisies, on va dire à peu près 80% des saisies, qui sont faites, pour ce qui concerne l'administration des douanes, sur du profilage, sur des critères de ciblage, d'analyse de risque, et qui permettent effectivement d'affiner les critères de contrôle de manière à pouvoir optimiser les contrôles et cibler tel ou tel véhicule ou tel individu si on parle d'aéroport. Alors les mules, ce sont les personnes qui transportent la drogue pour le compte des trafiquants. Souvent, ce sont d'ailleurs des consommateurs payés en produits stupéfiants, ça arrive fréquemment. Oui, souvent, effectivement, les mules sont elles-mêmes des personnes qui consomment des produits stupéfiants et qui se font rétribuer en produits stupéfiants pour acheminer des quantités beaucoup plus significatives. Mais on a aussi des mules, des passeurs qui ne sont pas nécessairement des consommateurs et qui acceptent de convoyer ce type de produits en prenant des risques évidemment énormes, sans même être consommateurs eux-mêmes. Alors, professeur Simon, sur le type de consommateur, on entendait dans le reportage ce consommateur qui disait « je vois des amis qui sont pères de famille, qui ont 50 ans, le cadre sup, la personne au chômage ». C'est exactement ce que vous avez dans les centres en termes de fréquentation? Oui, tout à fait. Si vous assistiez à ma consultation, vous verrez que ça touche vraiment toutes les catégories sociales. Et vous avez des gens qui rentrent dans une addiction pour des raisons différentes. Certains sont dans une recherche festive, d'autres c'est pour combler un problème de mal-être. Donc, Est-ce qu'on peut rester dans le récréatif? On a l'impression que notre témoin nous dit « j'aurais bien aimé pouvoir en prendre un de temps en temps, mais ça n'a pas marché ». Alors, ça va dépendre du type de produit. Certains produits sont plus addictogènes que d'autres. Et puis, ça va dépendre de l'individu, parce qu'on n'est pas tous égaux. Donc, certains sont plus à risque de développer une addiction que d'autres. Et ça, on ne peut pas le savoir. Mais donc, il y a une grande hétérogénéité. Et ce qui est à peu près sûr, c'est que plus la consommation est ancienne, plus le risque de devenir dépendant est important. Quand et plus on la commence jeune. consommation a démarré tôt. Et c'est pour ça qu'il faut faire une prévention vis-à-vis des jeunes. Parce que quand le produit arrive sur un cerveau de 14-15 ans, il est en plein développement. Il est vraiment là à risque de dépendance. Alors on va parler d'un autre élément qui est important, ce sont les tarifs pratiqués. Alors on va voir quelques chiffres entre la Corse et le continent. La règle de la vie chère en Corse s'applique aussi à la drogue, vous allez le voir. La cocaïne se vend aux alentours de 60 € le gramme sur le continent, contre 60 à 80 € le pochon, c'est-à-dire 0,7-0,8 grammes en Corse, un prix estimé par les services de police. L'héroïne est beaucoup moins onéreuse sur le continent, avec un prix de 35 € le gramme. Elle se vend ici entre 80 et 100 € le pochon, prix observé à Ajaccio. Enfin, le cannabis coûte 8 à 10 € le gramme à Ajaccio, sachant qu'en barrette, ça donne un chiffre de 50 € la barrette. Alors, est-ce que là aussi, le prix peut déterminer la population touchée? On le disait, pour quelqu'un qui est au chômage, se droguer avec de la cocaïne de manière régulière, ça a un coût. Oui, tout à fait. C'est pour ça des fois qu'on voit des espèces de produits de substitution et quand certains patients ne peuvent pas se procurer de la cocaïne, ils vont sur d'autres produits. Je ne vous dirai pas lesquels pour ne pas donner d'idée, mais on voit effectivement comme ça, en fonction des moyens financiers de l'individu, il va prendre ce qui est possible. Et c'est pareil, si un produit devient difficile à trouver, il se détourne sur un autre. Alors ça concerne plutôt la police et la gendarmerie, mais on voit aussi certaines personnes avoir recours à la délinquance, voire la prostitution pour se payer des doses. On l'a vu plusieurs fois. Il y a un phénomène de sécurité publique qu'on oublie souvent de mentionner, puisqu'effectivement, en Corse notamment, l'acquisition de produits pour satisfaire le besoin du consommateur génère parfois des phénomènes évidemment de violence. On a des organisations criminelles qui, bien évidemment, s'implantent au sein même des quartiers, de manière à proposer une offre au plus près du consommateur. Et bien évidemment, tout ça s'analyse en termes de sécurité publique. Alors on va justement parler de tout ce qui est santé publique, solutions à mettre en œuvre. Je le disais en entame d'émission, les nationalistes, il y a plusieurs années, dans les années 80, avaient lancé cette campagne à Drogavour. Il y a même eu un collectif qui est toujours en place contre la drogue. Pour autant, depuis, il y a eu l'arrivée au pouvoir des nationalistes. Alors bien qu'à Faz, vous avez des leviers de pouvoir, puisque les deux départements ont fusionné avec la région, notamment en termes de prévention. Est-ce que vous allez en faire une priorité, puisque cette compétence de santé a été créée au sein de l'exécutif, et comment ?
Alors, ma collègue Lauda Guidice pourra vous en parler un petit peu plus parce qu'elle est elle est en charge de la jeunesse et donc elle élabore un pacte jeunesse dans lequel je pense que la problématique de la drogue va être une des priorités. Nous avons, pour objet de faire surtout une prévention qui passe essentiellement pour l'instant par le CRIJ. Alors peut-être qu'il y aura d'autres leviers, d'autres acteurs qui vont contribuer à cette prévention, une prévention notamment dans les lycées, dans les facs. Nous avons pour projet, notamment avec ce pacte jeunesse, de favoriser un accès au social, au logement social pour les jeunes, au sport, à tout ce qui est activité culturelle, à une ouverture sur le monde, parce que je pense que c'est important. C'est-à-dire que vous faites le lien, la corrélation entre le décrochage social et la consommation aussi, évidemment. Et puis je pense qu'il faut leur apporter aussi d'autres solutions. Je prends pour exemple, on en a beaucoup parlé entre nous, on en a eu pour exemple l'Islande, où la consommation a énormément diminué. Bon, ce sont des Nordiques, donc pas tout à fait comme des Méditerranéens. Ils ont quand même une notion. Ils ont instauré un couvre-feu, enfin entre guillemets, où les jeunes doivent rentrer à partir de 22h, voire minuit, où on ne leur vend pas d'alcool dans les bars. Bon, bref, ça va être plus difficile en Corse. Mais par exemple, ils offrent 300 € par famille, par année, de manière à favoriser le sport. Ouais. En Islande, on est à peu près au niveau population. 340 000 habitants. On est dans les mêmes données. Bon, nous avons donc pas mal de propositions à faire, mais ça va passer beaucoup par ce pacte jeunesse. Vous avez des moyens financiers dédiés à cette cause? Alors, il va falloir qu'on en trouve des moyens financiers. Pour l'instant, malheureusement, je crois que c'est ça qui pêche surtout, ce sont les moyens financiers. Mais nous avons bon espoir d'enlever des moyens financiers. Alors, notamment au niveau national, il y a la MILDECA, une mission interministérielle qui lutte, notamment en termes de prévention. Il y a 1,48 milliard d'euros déployés sur l'ensemble du territoire pour cette année. Professeur, c'est là où on peut changer les comportements, c'est-à-dire très jeune, vous le disiez, par une prévention La jeunesse, c'est vraiment la clé. C'est sûr que ceux qui expérimentent aujourd'hui vont être les addicts de demain. Et c'est pas que je ne vais pas m'intéresser aux adultes, aux personnes de 40, 50 ans, etc. Mais il faut vraiment mettre la cible sur la prévention des jeunes. Parce que comme je le disais, c'est là où le cerveau est le plus fragile. Et un cerveau qui grandit, qui se développe en présence de nicotine, en présence d'alcool, en présence de cannabis. Alors est-ce qu'il faut faire, puisqu'on parle toujours d'exemples, on voyait l'exemple du Canada, où il y a des manuels scolaires, où on parle de prévention aux jeunes, avec des cahiers d'exercice pour savoir s'ils ont bien compris la différence entre le cannabis, la cocaïne, etc. Est-ce que vous pensez qu'on devrait s'inspirer de ça? Parce que sinon, on va faire une formation dans une école, mais ça va durer un jour. Oui, tout à fait. Alors avec cette difficulté, c'est que faire de la prévention autour du cannabis, il va falloir être prudent sur les mots que vous utilisez. Parce que comme c'est un produit qui est illicite, si dans ce que vous dites, vous donnez l'impression de minimiser l'usage ou autre, vous pouvez être répréhensible. Donc on est sur quelque chose de très très délicat. Mais effectivement, dans l'idéal, il faudrait pouvoir expliquer, il faudrait pouvoir dire que s'il y a un mal-être, le jeune doit pouvoir en parler, faire du sport, faire quelque chose, trouver une solution autre que des produits artificiels. Et puis, est-ce que l'éducation nationale a les moyens d'éditer? Parce que malheureusement, et on parle de nous avons des moyens financiers qui sont réduits, mais je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est la même chose. Bon, je donnais ce chiffre qui est quand même assez important, 1,48 milliard d'euros déployés sur l'ensemble du territoire. Bon, interministériel, éducation, jeunesse et sport, tout ça. Est-ce qu'on pourrait voir voter, la région Île-de-France a voté un plan anti-drogue, justement dans les lycées, dépistage sur le volontariat, donc une campagne de prévention, également un travail avec les autorités s'il y a du deal autour du lycée. Est-ce qu'on pourrait voir un grand plan en Corse voter? Pourquoi pas? Pour l'instant, on n'a pas encore abordé le sujet de cette mini-loi, on va dire, mais pourquoi pas, oui. J'ai envie de vous répondre oui, mais bon, je pense que ce que vous disiez était très important, c'est ce que je disais dans mon propos précédent, les jeunes sont plus sensibles, donc fatalement, on s'adresse à eux, notamment aux lycéens, parce qu'on sait que c'est une population qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus apte à essayer un peu tout, parce que bon, c'est la jeunesse qui veut ça, donc je reviens sur mon propos, la prévention est essentielle. Alors Jean-Philippe Vigo, la douane aussi fait un petit peu dans la prévention, en tout cas dans la tolérance, avec ce pouvoir de transaction. On le voyait sur le port de Bastia, c'est-à-dire qu'on ne renvoie pas forcément devant les tribunaux, on ne va pas judiciariser l'ensemble des procédures, vous pouvez passer par une simple amende. Alors effectivement, sur des quantités faibles, bien évidemment, ça ne concerne que les petites quantités. Nous passons des accords avec les parquets.
qui nous autorise à pouvoir transiger, c'est-à-dire à pouvoir solder l'affaire par l'abandon du produit, bien évidemment, et l'infliction d'une pénalité, d'une amende, qui se veut quelque part aussi non seulement un moyen de régler le plus simplement possible l'affaire, mais aussi un moyen, sinon pédagogique, mais au moins un moyen qui permet de faire prendre conscience de l'infraction sans pour autant enclencher une mécanique qui soit trop lourde et disproportionnée. Professeur Simon, on entendait Maître Thomas Valir qui disait à juste titre qu'il y a un problème en France, c'est-à-dire qu'on peut considérer le consommateur comme un malade ou comme un délinquant. Est-ce qu'on n'a pas choisi son camp? Alors, oui, déjà, il y a une vraie question, c'est que tous les usagers ne sont pas des patients. Tous les usagers ne sont pas malades. Juste un pourcentage qui va dépendre du type de produit. Et quand on s'adresse à un patient, avoir une réponse qui est purement autoritaire, prohibition, incarcération, amende, c'est peut-être pas le bon discours qu'il faut le tenir. Si c'est un patient, il faut d'abord le soigner, il faut répondre à sa question. Mais simplement, quand on voit effectivement que sur, je crois, 140 000 affaires en un an en France, les 2/3, ce sont des rappels à la loi ou des injonctions aux soins, et il n'y a pas de procès derrière. Est-ce qu'on peut dire que la France est si sévère que ça? Parce qu'on nous dit qu'on est le pays le plus sévère sur la drogue. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on est effectivement sur les textes le pays le plus sévère, mais on sait aussi qu'on est le produit le plus fort consommateur. Donc ça fait des décennies qu'on dit une chose, c'est qu'on a un cadre juridique qui ne permet pas de répondre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Est-ce que dépénaliser, voire légaliser les drogues comme au Portugal, c'est la solution? Alors, il faut s'entendre. Quand on dit légaliser, ça ne veut pas dire libéraliser. Légaliser, ça veut dire donner un cadre légal. Et ce cadre légal, il faudrait qu'on puisse effectivement en discuter de façon dépassionnée, qu'on ait un vrai débat de société en disant qu'est-ce qu'on veut pour nos jeunes, qu'est-ce qu'on veut pour la population. Parce qu'encore une fois, incarcérer quelqu'un qui est malade, ça ne paraît pas une bonne solution. Donc, légaliser, ça peut vouloir dire interdire la vente à des mineurs, par exemple. Ça peut vouloir dire produire un produit dont on connaît la composition. Si on prend l'exemple du cannabis, on sait que depuis quelques décennies, la concentration du produit actif, le tétrahydrocannabinol, THC pour faire simple, ne cesse d'augmenter. Et donc ça échappe complètement. Les produits de coupe dont on parlait échappent également complètement. Si, comme en Uruguay, par exemple, il y avait un laboratoire d'État qui faisait un produit, donc on saurait quelle est la qualité et on saurait effectivement qui l'achète. Ça permettrait d'interdire la publicité, de casser les réseaux. Ce serait une plus-value pour vous? Disons qu'il faudrait au moins se donner les moyens d'y réfléchir. Aujourd'hui, on ne peut même pas... Vous avez participé aux discussions, parce que Emmanuel Macron, donc c'est ce mois-ci, doit prendre une décision. Il y a eu un rapport, vous avez participé à ces discussions. On n'a pas l'impression qu'on va en France vers une dépénalisation. Ça reste quelque chose qui semble impossible pour un gouvernement face à l'opinion publique. Oui, alors tout à fait. On a le sentiment d'un blocage complet, j'ai envie de dire idéologique, où on ne se donne pas les moyens vraiment de réfléchir. On ne se donne pas les moyens de prendre en compte ce que disent les autres pays, ce que les autres pays ont expérimenté, pour regarder les choses à plat avec des faits et pas simplement des idées toutes faites. Et dans les auditions qu'on a pu avoir effectivement à l'Assemblée nationale, on avait l'impression que tout était déjà réglé et que la seule chose qu'on allait discuter, c'était finalement quel était est-ce que c'est une amende forfaitaire, est-ce que c'est une contravention. Tout le monde était bien persuadé que ça ne servirait sans doute pas à grand-chose en termes de santé publique. Mais les jeux avaient été faits. Alors l'amende forfaitaire, c'est en discussion, ça sera tranché par Emmanuel Macron dans le mois, justement, sur le type un petit peu de ce que fait la douane, c'est-à-dire on ne renvoie pas devant le tribunal à partir d'une certaine quantité. Madame Faz, vous, sur cette problématique de dépénalisation, le mouvement nationaliste n'a pas tranché, mais peut-être... Moi, je rejoins mon collègue. Vous preniez l'exemple de l'Uruguay. L'Uruguay, le cannabis est vendu en pharmacie, donc vous voyez, on en est loin. Moi, je crois que une dépénalisation, mais très encadrée, pourrait être une solution. Parce que le tout répressif n'a pas fonctionné. Les incarcérations, les amendes, je ne sais pas si ça va fonctionner. Vous parlez du projet du président Macron. Bon, s'il va faire des contraventions, mais qui sont inférieures même à une contravention sur des limitations de vitesse, par exemple, qu'on dépasse, je ne sais pas si ça va résoudre le problème. En tout cas, certains ont noté qu'effectivement, lorsque les rapporteurs en janvier ont
publié leur rapport, ça devait être une mission interministérielle avec ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice et ministère de la Santé. Et au final, il n'est plus porté que par le ministère de l'Intérieur. Pour vous, c'est symptomatique moi, je pense que déjà, et c'était pas sa première, ce n'était pas dans sa campagne présidentielle, il avait été un petit peu plus loin puisqu'il parlait de dépénalisation. Là, on en est loin. Ça fait 30 ans qu'on parle du problème du cannabis en France. Hein. Ça fait pas ni 1 an, ni 10 ans. Donc, vous voyez, en fait, personne, comme vous disiez, ne va aborder le problème de fond. Tout le monde se renvoie un petit peu la balle. Donc, vous avez, quels que étaient les présidents, le seul qui a présenté un projet concernant alors lui, carrément, il était pour c'était le Benoît Hamon dans son projet de campagne, hein, qui était pour la légalisation du cannabis. Oui, mais c'est une idée qui reste impopulaire parce qu'on nous parle de pays où ça se passerait très bien. Franchement, au Portugal, on a aussi à Lisbonne 100 000 personnes inscrites dans des bus méthadone. On pourrait se dire, c'est bien et ces gens ont une démarche de soins, mais on pourrait se dire aussi 100 000 personnes dans une ville comme Lisbonne, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on nous dit que ça se passe bien. Est-ce que ça se passe si bien ailleurs ? Ce qu'il faut se dire, c'est que je ne sais pas si cette amende forfaitaire délictuelle va aller jusqu'au bout ou pas. Si l'objectif, si elle atteint son objectif, c'est-à-dire qu'elle durcit la loi par rapport aux produits, ce qu'on va observer, ce n'est pas une disparition du problème, c'est un évanouissement. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus clandestin. À chaque fois qu'on a voulu interdire quelque chose, on l'a vu avec la prohibition de l'alcool aux États-Unis, ça a favorisé les Al Capone, quelque part. Ça favorise la clandestinité. Et aujourd'hui, avec Internet, avec le Darknet, etc., on a tous les outils nécessaires pour que les choses disparaissent encore un peu plus profondément. Et quand on dit qu'elles disparaissent plus profondément, c'est qu'on perd complètement les informations sur la composition, la manière dont les produits sont formés, constitués. On a tous les cannabinoïdes de synthèse qui sont beaucoup plus dangereux que le cannabis. Enfin, tout ça, je dirais, il faudrait pouvoir qu'on en discute de façon dépassionnée. Ça permettrait aussi, en légalisant, de récupérer des fonds pour la prévention, même si on n'est pas sûr qu'ils iraient là parce qu'on a une période de restriction budgétaire, mais c'est un axe de travail. Alors, on le voit, enfin ça c'est les expériences américaines qui nous montrent qu'effectivement, là, il y a une source de revenus pour l'État colossale. On a du mal à imaginer d'ailleurs l'ampleur que ça pourrait représenter. Si on avait effectivement un marché légalisé, encadré, alors par les pharmaciens ou autres, peut-être que les pharmaciens ne veulent pas du tout rentrer là-dedans, mais en tout cas bien cadré, c'est vrai que ça permettrait de faire rentrer des taxes. Dans l'idéal, ça serait bien que les taxes aillent pour la prévention. Dans l'idéal, ça serait effectivement... Monsieur Vigo, certains ont dit ce que fait Macron, c'est uniquement pour décharger les tribunaux et pour permettre aux douaniers, aux gendarmes, aux policiers de ne plus se préoccuper de ces petits consommateurs. Pour vous, ça serait effectivement une bonne chose de ne plus vous en occuper ? Allez-y rapidement. Alors, de toute façon, on est très clair sur le sujet. Nos objectifs, ils sont clairement quantitatifs. Il est bien évident que plus on va retirer de produits du marché, plus notre mission de service public sera au rendez-vous. Donc l'effort, de toute façon, doit porter sur la quantité. Et pour autant, à ce stade, le contrôle s'exerce sur tous les spectres. Alors un dernier mot, puisque c'est la fin de l'émission. Oui, juste cette amende, si elle existe, elle ne touchera que les majeurs. Donc toutes les cibles qui nous intéressent, à savoir les ados, les jeunes étudiants, etc., ne seront pas touchées par l'amende. Merci en tout cas, Madame Fazi. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci Pierre-Nicolas. Émission à revoir en multidiffusion sur VST, là, et sur notre site internet et les réseaux sociaux. On se retrouvera le mois prochain pour parler du changement climatique et de ses conséquences encore. Sarine Grazia, et buonasera a tutti, abusimo.